bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des webinaires organisés par l'Allemand Plantcare, qui aura pour thème pour cette édition un sujet qui importe énormément quand on parle de rendement des cultures pérennes, puisqu'il s'agira d'évoquer la mise en réserve et de manière générale des cultures pérennes, la vigne tout autant que l'arboriculture. Le webinaire, la session est enregistrée, les caméras et les micros sont coupés par défaut. Vous avez un petit canal dédié pour poser vos questions qui est ici, là, vous le voyez affiché sur la slide, qui est le petit onglet Q et R, qui vous permettra de poser vos questions qui seront abordées à la fin du webinaire qui durera 30 minutes. Alors, je m'appelle Martin Trescaz, je travaille au sein du service technique de l'Allemand Plantcare et je suis accompagné de Bruno Bourrier, fondateur d'Olea et spécialiste initié en tout cas, je dirais, à la nutrition et à la physiologie des cultures pérennes. Et c'est lui qui aura l'occasion de vous parler de petits rappels concernant le fonctionnement de la plante, de quoi on parle quand on parle de mise en réserve et d'actions qui sont possibles, des mesures à prendre quand on s'intéresse à ces actions possibles pour assurer les rendements des cultures. Et voilà, et qui se terminera par la série de questions-réponses. Bruno, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire. Et, comme je le disais à Martin, on est peut-être mieux devant un écran d'ordinateur dans une pièce climatisée qu'au milieu des vignes en ce moment, au moins dans le sud-est. C'est pas sans conséquence d'ailleurs sur ce dont on va parler aujourd'hui, qui est donc la mise en réserve des cultures pérennes. Alors, on va se focaliser quand même un peu plus sur la vigne. Et donc, pour aborder ce sujet-là, la première étape est de bien caractériser la période au cours de laquelle on peut parler de mise en réserve. Mais tout d'abord, je séparerai deux formes de mise en réserve. Donc la mise en réserve minérale, qui est quelque chose qui est plutôt bien compris et bien travaillé par les acteurs du monde viticole. Il est une deuxième mise en réserve qui est la mise en réserve des glucides, qui est par contre quelquefois un peu incomprise, notamment en ce qui concerne les périodes au cours de laquelle la vigne va produire ses réserves. Alors vous avez sur la diapositive le cycle végétatif de la vigne. Donc ce cycle végétatif est quelque chose qui dure en gros 16 à 18 mois. Il commence par l'initiation florale, qui est une étape qui, compte tenu de la météo qu'on a en France en 2025, on peut considérer qu'elle est terminée. C'est-à-dire que la vigne a créé ses inflorescences qui feront des grappes en 2026. Donc, lorsqu'on est quelquefois dans des situations de production un peu limitées et qu'on constate que la composante de rendement qui est en cause, c'est un nombre de grappes qui est réduit, il faut aller chercher les accidents qu'il y a pu avoir au cours de cette initiation florale et quelquefois, donc, il faut remonter un an avant. Et donc là, vous voyez que à partir de quelque chose qu'on peut considérer comme la fin de la nouaison, la plante va rentrer dans une étape qu'on appelle autotrophe, c'est-à-dire que son système photosynthétique, que je vous décrirai, va produire plus de sucre que ce que la plante a besoin, produira plus de glucides plutôt que la plante a besoin. Et donc, si la nutrition à la fois hydrique et minérale est correcte, ces sucres produits par le processus de photosynthèse vont pouvoir être stockés à l'état de glucides ou bien transformés sous forme d'amidon. Donc ce sont des réactions enzymatiques qui permettent à la plante de produire des composés qui sont très stables, qui est de l'amidon. Donc ces modifications de la qualité de ces sucres, je vous le disais, sont liées à des réactions enzymatiques pour lequel des éléments comme le fer, le manganèse, le zinc, le magnésium sont des éléments qui sont extrêmement importants.
Et puis, une fois que la plante a produit ces différentes catégories de glucides, encore faut-il qu'elle les transporte dans les organes de réserve. Et alors, tout le monde a entendu parler du transport des sucres, ben, c'est ça. Voilà. Et là, il y a deux éléments qui sont particulièrement importants, qui sont le potassium et le bore. Donc, le bore, qui était un élément qui, autrefois, a été beaucoup utilisé pour améliorer la floraison, ou plutôt la fécondation, à juste titre, est un élément qui a une importance absolument capitale en matière de mise en réserve, parce que cet élément, avec le potassium, sont des facilitateurs du transport de ces glucides qui sont produits dans les feuilles vers les organes de réserve. Alors donc, vous voyez que cette période de mise en réserve, on peut considérer qu'elle va durer jusqu'à ce que les feuilles aient une activité à peu près correcte. Donc, c'est grosso modo la chute des feuilles. Donc, il est un deuxième travail pour les producteurs de rallonger le cycle végétatif. Voilà, aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir encore des bonnes activités photosynthétiques jusqu'à la mi-novembre. Et généralement, quand on a ça, ben, ça veut dire que voilà, dans la plupart des cas, la mise en réserve n'est pas véritablement un problème. Là où c'est un véritable souci, c'est quand on a des chutes de feuilles précoces et que quelquefois, pour le 15 août, ben, il y a un tiers ou un quart des feuilles qui sont tombées ou qui sont inopérantes d'un point de vue photosynthétique. Donc là, la durée de mise en réserve est quelquefois le facteur limitant. Bon, je vais vous passer la deuxième partie du cycle végétatif. Je vous le résume très rapidement. Ça, c'est le cycle qu'on peut considérer annuel, du débourrement jusqu'à la récolte. Mais vous voyez qu'une deuxième fois, à partir de la fin du mois de juin, on sera à nouveau rentré en juin 2026 dans la production des réserves pour 2027. Donc, vous voyez que ces choses-là, plus elles sont longues, meilleures elles sont, mais encore faut-il avoir une qualité de la végétation qui soit correcte et qui permette la photosynthèse. Alors, cette photosynthèse, on va voir comment elle fonctionne. Martin, si tu peux afficher la diapo d'après. Donc, voilà. Vous voyez que c'est un ensemble de réactions pour lequel la plante va utiliser 4 types de carburants. Le premier carburant, c'est l'eau. Alors, on l'oublie bien souvent, mais la vigne est quand même un consommateur d'eau relativement important. Pour produire une tonne de matière sèche, il faut environ 500 tonnes d'eau. Voilà, sachant que la culture la plus économe, c'est le maïs en silage, 270 tonnes d'eau pour une tonne de matière sèche. La plus gourmande, c'est le soja. Il faut à peu près 900 tonnes d'eau pour faire une tonne de matière sèche. Donc, vous voyez que la vigne est située à peu près au milieu, ce qui donne une vision d'eau qui résiste bien à une vision de plante qui résiste bien à la sécheresse. C'est que la vigne produit 5 à 6 tonnes de matière sèche, alors qu'un maïs, il va en faire 20. Mais vous voyez que 5 tonnes de matière sèche, 500 tonnes d'eau, ça fait 2500 mètres cubes à l'hectare, et ça fait 250 mm d'eau. Donc ça, la flèche bleue qui est dessinée, c'est une très grosse flèche. Il y a des flux qui sont extrêmement importants. Et donc, lorsque la plante, pour combler ses besoins en eau qui ont été induits par la transpiration, la plante va pomper de l'eau dans le sol, à condition qu'il y en ait, bien évidemment. Et en pompant cette eau, elle va entraîner avec ce flux tous les éléments minéraux dont elle a besoin. Alors, je vous cite un exemple, et voilà, l'azote à peu près 80 kg par hectare, le potassium, c'est à peu près pareil, pour un niveau de production qui serait environ de 70 à 80 hectolitres hectare. Vous avez tout le reste des éléments, attention, il y a aussi pas mal d'oligo-éléments. Celui qui est le plus mobilisé, c'est le fer. On se rapproche à peu près 1 kg de fer par hectare. Donc la plante, lorsqu'elle a assimilé cette eau, sous l'action de la lumière, et donc là vous voyez que la lumière, c'est le troisième carburant, la plante va déjà dégager de l'oxygène, mais en même temps va produire un certain nombre de molécules, qui sont des molécules très énergétiques,
Alors, je vous en ai cité deux, hein, l'ATP, le NADPH, j'aurais pu vous parler d'ADP également. Donc, vous voyez que le P symbolise le phosphore. Donc, il est de bon ton de dire que le phosphore ne sert à rien, c'est faux. Des vignes qui sont trop faiblement nourries en phosphore vont avoir une espèce de frein à la fabrication de ces molécules. Et donc, dans une deuxième étape, la plante va utiliser le quatrième type de carburant, qui est le gaz carbonique. Alors, vous voyez qu'avec 200 ppm de gaz carbonique, ce serait suffisant. On en a 435 aujourd'hui. Les plantes pourront fonctionner jusqu'à 1200, 1300 ppm. Donc, l'élévation de la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère ne sera jamais un problème. Mais vous comprenez qu'au travers de cette réaction, on peut tracer l'équation de la photosynthèse qui fait que 6 molécules d'eau qui sont puisées dans le sol, plus 6 molécules de gaz carbonique qui sont piégées dans l'atmosphère, va produire une molécule de sucre et va aussi produire 6 molécules d'oxygène. Et donc, ces molécules d'oxygène vont être réémises dans l'atmosphère et ne serviront pas à l'alimentation de la plante. Donc, lorsqu'on est face à une situation, je dirais, de risque de déficit ou de faible mise en réserve, il faut bien avoir cette réaction chimique en tête pour savoir d'où peut venir le problème. Donc ça, c'est un système qui ne s'interrompt évidemment que pendant l'hiver, lorsqu'il n'y a plus de feuilles. Martin, tu peux peut-être passer à la diapo d'après. Voilà, donc vous voyez que ce mécanisme qui produit des sucres et qui donc les stocke, peut considérer qu'il y a 3 types je dirais, de statuts dans cette dynamique. À partir du moment où la plante n'a plus de feuilles, elle continue à vivre, bien évidemment, et donc elle va les puiser dans les réserves, alors de l'amidon, mais aussi du sucre. Et donc ça correspond à une phase hivernale jusqu'au débourrement. Simplement, la vigne est une culture qui n'est pas un très très bon appareil photosynthétique au départ de la végétation. Et donc, la vigne va utiliser ses réserves pratiquement jusqu'à la fin de la floraison. C'est-à-dire que là, on est dans une phase hétérotrophe. La plante va aller chercher ses moyens de subsistance dans les réserves. À la suite de cette période-là, il y a une phase qu'on pourrait considérer un peu une phase d'équilibre, un peu différente en longueur, compte tenu de la charge, compte tenu également des conditions météo. Là, la plante consomme autant de sucre et de glucides qu'elle produit. Donc là, il y a une phase d'équilibre. On ne peut pas parler véritablement de mise en réserve. Et puis, lorsque le végétal est bien développé, qu'il n'y a pas de problème d'alimentation hydrique et minérale, à ce moment-là, la plante produit beaucoup de glucides. Et ces glucides-là, elle va les accumuler dans des organes, alors aussi bien des organes pérennes que des rameaux, hein, qu'on supprimera à la taille. Et donc là, on est dans une phase d'accumulation. Cette phase d'accumulation qu'on peut espérer la plus longue possible pour permettre à la plante d'avoir une mise en réserve qui soit la plus longue possible. Alors, au titre de la consommation des sucres, Martin, tu peux afficher la diapo d'après. Voilà. Donc, c'est un système qui, normalement, ne devrait pas trop s'arrêter. C'est que si on part de la feuille qui est tout en bas, ben vous voyez que la feuille produit des sucres. Ces sucres-là, quel que soit le niveau de production, la plante va produire de la végétation. C'est-à-dire que la destination principale des sucres va être de favoriser le développement de la végétation. Et ces sucres-là vont toujours être attirés vers l'apex. Ce qui fait que lorsqu'on est en situation de pseudo-faiblesse glucidique, les sucres étant attirés vers l'apex, la grappe qui est située plutôt sur le bas des rameaux peut manquer de sucre. Et si la grappe n'est pas suffisamment alimentée en sucre, elle va couler.
Et aujourd'hui, une grande majorité des phénomènes de coulure qu'on rencontre sont liés au fait que la plante n'est pas suffisamment alimentée en sucre. Donc là, on est toujours dans la phase hétérotrophe. Et donc, une fois que la fécondation est terminée, on va rentrer donc dans la phase autotrophe. La plante produit suffisamment de glucides, mais dès que l'on approche la véraison, la grappe va se charger en sucre. Et donc, plus la production est importante, plus cet organe-là va capter des sucres qui seront ensuite exportés. S'il en reste, c'est toujours le cas, la plante va mettre en réserve ces éléments dans les rameaux, dans les troncs, dans les racines, évidemment à condition que ces glucides aient pu être transportés, et ceci, encore une fois, va être lié au statut hydrique et secondairement à l'alimentation potassique et également en bore. Et donc vous voyez que ce système normalement ne s'arrête pas de fonctionner dans la mesure évidemment où je dirais les équilibres sont à peu près respectés. Martin, tu peux afficher la diapo d'après. Voilà, donc dans le cas où cet équilibre est rompu, ben voilà les symptômes que vous allez avoir. Le premier symptôme avertisseur, c'est la brunissure potassique. C'est un symptôme qui apparaît au moment de la véraison. Un peu plus tard, on va avoir des sarments qui sont assez faiblement outés, très partiellement. Donc là, vous voyez un sarment sur la photo du milieu qui contenait 2% d'amidon. Il en faut 5 à 6. Et puis sur la photo de droite, vous avez un cep là qui est vraiment épuisé. La production, c'est du raisin de table, était trop forte par rapport au développement végétatif. Et donc, la plante n'a pas pu accumuler des réserves. Tous les sucres sont partis vers la grappe. Et donc là, on a des sarments qui sont absolument pas outés. Voilà, diapositive d'après, s'il te plaît. Voilà, donc un des moyens de mesurer, d'essayer d'estimer à peu près quel peut être le bon équilibre. Alors, c'est ce qu'on appelle l'indice de Ravaz. Alors, il y a d'autres indicateurs qui sont présents, qui sont tout autant valables, d'ailleurs. L'indice de Ravaz a ceci d'intéressant, c'est qu'il est assez vieux, donc il est bien référencé, et il consiste à diviser le poids des grappes par le poids des bois de taille. Donc, il y a un indicateur qui est donné de 5 à 7. C'est acceptable. Normalement, il n'y a pas de problème de mise en réserve. Lorsqu'on est en dessous de 5, on est dans des zones de confort. Donc là, il n'y aura jamais de problème d'accumulation de réserve. De 7 à 9, on est limite, mais il y a quelques cépages qui peuvent le tolérer, comme le Cinsault, l'Uni-Blanc également pour être dans cette situation. Et puis lorsqu'on est vraiment supérieur à 9, donc là, ça veut dire que la production est trop importante par rapport à ce que la plante peut produire en matière de glucides. Et donc, vous allez avoir la succession des symptômes que je vous ai décrits dans la diapositive précédente. Diapo d'après, s'il te plaît. Voilà, donc lorsque on va faire ce constat, on vous propose, les laboratoires vous proposent avec une bonne précision de mesurer quel est l'état des réserves glucidiques. Donc ça, c'est une opération qui se fait en plein arrêt végétatif. Je vous conseille de le faire du 15 décembre au 15 janvier. Normalement, jusqu'au 30 janvier, c'est bon, mais avec les hivers doux que l'on a quelquefois, le redémarrage de la végétation a commencé fin janvier. Donc 15 décembre, 15 janvier, vous faites un prélèvement de bois et dans ce bois, on va mesurer la teneur en sucre soluble, la teneur en amidon. Donc, je vous donne un indicateur, voilà, 5 à 8% de sucre, 5 à 8% d'amidon, ce qui fait un total des glucides de 10 à 16%. Par expérience, la teneur en sucre est généralement respectée, à peu près, la teneur en amidon de moins en moins, ce qui veut dire que les réactions enzymatiques se font de moins en moins bien. Donc attention à la nutrition en oligo-éléments, ça peut être un facteur défavorable. Ce qui peut se passer également, c'est que la charge en glucides
en carbohydrates non structuraux, c'est le terme qui convient, ne s'est pas accumulé dans le bois. Ça peut être lié à des carences potassiques et à des carences en bore. On voit de plus en plus de carences en potassium, et ces carences en potassium se matérialisent dans 100% des cas par une faiblesse des valeurs en amidon dans les bois. Donc attention aux carences en potassium, c'est un facteur très fortement aggravant de ce déséquilibre. Et puis également, vous pouvez mesurer les réserves minérales, sachant que ces réserves minérales sont un indicateur intéressant. Il y a simplement un tout petit biais dont il faut tenir compte. C'est que lorsque vous avez de gros développements végétatifs, évidemment, les éléments minéraux sont un peu dilués. Donc, il ne faut pas s'étonner si quelquefois, lorsqu'on a eu un bon développement végétatif, on est plutôt dans la fourchette basse des teneurs en éléments minéraux. C'est tout simplement un effet de dilution. Ceci étant, quand on regarde un peu à la loupe les teneurs des sarments en éléments majeurs, on s'aperçoit que les teneurs en phosphore, elles sont de plus en plus basses. Également en potassium. Deux autres éléments qui me perturbent un peu dans mes constats au quotidien, les teneurs en fer et les teneurs en bore ont tendance à baisser aussi assez régulièrement. Alors évidemment, à partir de ça, il y a tout un tas d'équilibres qui vous sont proposés. Ces équilibres, généralement, sont tous très intéressants. Et les commentaires qui sont faits, quel que soit le laboratoire, je les trouve très pertinents. Voilà, donc il doit rester peut-être une diapositive de conclusion. Voilà, donc vous voyez que c'est beaucoup de choses. Hein. La mise en réserve, c'est vraiment quelque chose qui est complexe, difficile à résumer en 20 minutes. Je m'en excuse, hein, il y a peut-être des gens qui sont un peu frustrés. Mais vous voyez que de la gestion de la charge, la lutte des stress abiotiques, hein, si vous laissez la vigne envahir par le milieu ou l'oïdium, le rendement des feuilles en termes de photosynthèse est réduit, donc ça ne marche pas très bien. Donc là, la protection contre les accidents abiotiques a aussi un rôle très important. La fertilisation minérale et organique, vous avez compris, je vous en ai parlé pendant 20 minutes. Il y a un élément qui figure sur le sommet de la diapositive qui est la taille, qui est un élément extrêmement important. On peut gérer une partie de la production avec la taille. Et donc, si on arrive à gérer la production, on gère également la constitution des réserves. Voilà, la partie biostimulant, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dessus. C'est un élément qui est absolument fondamental parce qu'il permet, notamment en lien avec les stress abiotiques, de permettre à la plante de produire des glucides à une période où les conditions météorologiques conduiraient plutôt à une réduction de l'activité photosynthétique. Voilà. J'ai un peu dépassé mon temps d'1 minute, je m'en excuse. C'était parfait. Voilà, peut-être qu'il y a des questions. Bruno, simplement pour conclure, pour vous rappeler que l'Allemand est un groupe industriel qui est spécialisé dans la production et le commerce de micro-organismes pour tout un tas de domaines d'application. La filiale qui s'appelle l'Allemand Plantcare s'intéresse à tous ces nouveaux usages en agriculture. Il serait sans doute vraiment précipité et bâclé la possibilité de vous présenter l'ensemble des outils aujourd'hui qu'on développe sur le marché agricole, puisque en fait, comme l'a dit Bruno, l'idée étant de soit permettre à la plante de lutter contre des facteurs comme les ravageurs, comme les maladies, mais également aussi d'avoir à disposition des éléments clés à des phases qui sont particulièrement sensibles dans le cadre des processus, des phénomènes physiologiques liés au rendement et au bon comportement des cultures dans leur milieu, avec des approches qui sont tout un tas différentes au sein de la gamme l'allemand. Voilà, des produits de protection des plantes, mais aussi des biostimulants qui sont à la fois inertes, qui peuvent influencer
les mécanismes de la végétation ou des micro-organismes vivants qui vont directement là, influencer le comportement de la plante dans son milieu, avec notamment des micro-organismes qui permettent à la plante d'interagir plus facilement avec les éléments qui sont parfois par nature bloqués dans les sols. Vous avez accès à différents canaux d'information. Je me permets de parler du Knowledge Center qui est développé par l'allemand Plantcare et qui présente tout un tas de sujets et thématiques qui sont liés à cette nouvelle agriculture qui change. Le site l'allemand Plantcare et son canal YouTube dans lequel vous allez trouver à la fois les webinaires qui sont un peu plus tard retranscrits sur la chaîne ou d'autres éléments qui concernent le monde agricole et naturellement le site d'Olea. Bruno, peut-être que tu voudras glisser quelques mots à ce sujet-là, puisque tu enseignes et tu promeus les nouvelles approches ou en tout cas la compréhension des plantes dans leur milieu. Vous avez nos coordonnées qui se sont affichées. On vous remercie encore grandement pour la participation à ce webinaire et nous allons passer aux questions et réponses. Benoît, je te laisse. Oui, il y a eu de nombreuses questions dans le chat, Martin et Bruno. Alors, il y en a 3 qui sont assez similaires que je vais vous lire. Vous pouvez répondre en une seule fois. La première, alors, est-ce que des applications post-récolte de biostimulants peuvent-elles aider à la mise en réserve des sucres? Donc ça, c'est la première question, application post-récolte. Ensuite, à part les remerciements, quels conseils pour maximiser l'assimilation du bore, potassium et phosphore pour ce processus? Et la dernière, comment améliorer la nutrition en phosphore, sachant que mon vignoble se situe avec un pH supérieur à 7? Donc voilà, trois questions liées à l'assimilation finalement de produits avec des potentielles actions au vignoble. Bruno, je te laisserai répondre. Oui, exactement. Je prends les choses à l'envers, donc je réponds déjà sur le phosphore. Déjà, pour régler les problèmes de phosphore, il faut en apporter. Malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde les statistiques de l'UNIFA, on s'aperçoit qu'on amène 8 kg de phosphore par hectare et par an en France. Donc, on amène du phosphore aujourd'hui comme en 1955. C'est trop peu. C'est trop peu. Donc, les sols s'appauvrissent en phosphore et plus un sol est pauvre, plus la disponibilité de l'élément est faible. Ce qui veut dire qu'en ne comblant pas les besoins de l'exportation, plus en gros, la dîme que prélève le sol, qui s'appelle la rétrogradation en matière du phosphore, on va devant, j'ose le mot, une catastrophe. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui disent que le phosphore ne sert à rien. J'espère vous avoir convaincu qu'il servait au moins au fonctionnement de la photosynthèse. Donc là, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 25 ans, la teneur en phosphore des végétaux, la norme était à 0,15. Les grands spécialistes de la nutrition phosphatée, qui étaient Jean-Claude Fardeau ou François Champagnol, disaient que c'était plutôt entre 0,10 et 0,15. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une analyse de pétiole, on est souvent entre 0,03 et 0,07. Cette teneur en phosphore ne permet pas un bon fonctionnement de la photosynthèse, c'est-à-dire que la production de glucides est de toute façon entravée. Ensuite, comment maximiser les apports, ou plutôt l'incidence des apports? Déjà, c'est d'en apporter. 2, en ce qui concerne le potassium, c'est également d'en apporter quand on regarde la teneur des sols. Et quand je parle de teneur, je ne parle pas d'un chiffre, je parle du rapport de la présence de potassium sur la capacité d'échange en cation. Donc, vous avez sur les analyses de terre un indicateur qui est K sur CEC. Quand ce rapport K sur CEC est inférieur à 4%, on est en situation de déficience. J'ai vu une analyse avant-hier où la teneur en potassium était indiquée comme sans aucun problème, avec un bel indicateur vert. Le rapport K sur CEC était de 2,2%. Ça veut dire que dans un cas comme ça, il faut doubler la teneur en potassium. Donc évidemment, quand on voit la gueule de la vigne, c'était du raisin de table en l'occurrence, on comprend pourquoi
on peut avoir des carences potassiques. En ce qui concerne le bore, c'est un tout petit peu plus compliqué. Le bore, c'est un anion, donc il se lessive, mais par contre, il remonte. Donc au niveau du sol, c'est toujours un peu compliqué de réguler la teneur en bore, qui devrait être aux alentours de 0,4 ppm, tout simplement parce que c'est lié un peu au flux hydrique. Par contre, au niveau de la végétation, on s'est beaucoup focalisé sur des apports de bore en début de cycle, à juste titre. Je ne le remets absolument pas en cause. Par contre, peut-être la nouveauté que j'apporte, c'est que compte tenu de l'importance capitale du transfert des sucres, les apports de bore doivent continuer, grosso modo, jusqu'à la fin du cycle végétatif. Et ça permet de répondre à la première partie de la question, est-ce qu'on peut améliorer la teneur en glucides totaux après la récolte? La réponse est bien évidemment oui, mais à une condition, qui est encore des feuilles, et que ces feuilles soient actives. Donc vous avez compris que la mise en réserve est quelque chose qui a commencé à se faire, et plus on va rallonger le cycle végétatif, plus on se donne de chance de remettre les compteurs à zéro après la récolte. Donc, en arbo, c'est quelque chose qui est fait régulièrement au titre du bore et du zinc. Je rajoute 2 autres éléments, parce que 2 autres éléments se mettent bien en réserve, qui est l'azote et le phosphore. Et j'ai réglé des problèmes, je dirais, vraiment intenses, en apportant 4 kg de N, 4 kg de P2O5 après la récolte, en goutte à goutte. Donc vous voyez que cet effort qu'on peut faire après la récolte, il est finalement modeste, mais il a des répercussions sur la longueur ou plutôt la pérennité de la végétation, qui peut être extrêmement importante. Et je pourrais dire, même pour compléter, Bruno, ta réflexion, je dirais qu'il existe pareil des micro-organismes qui sont capables de produire des acides organiques, des enzymes spécifiques pour aller travailler sur certains éléments qui sont par nature bloqués, comme on évoquait, sur des pH supérieurs à 7. Donc en effet, il existe plein de facteurs en effet, mais aussi la possibilité de donner un petit coup de pouce à la racine avec des petits micro-organismes qui peuvent renforcer le phosphore sain, c'est-à-dire le phosphore disponible. Tout à fait, je me permets de rajouter, j'avais oublié de le dire, le recours aux micro-organismes est une voie d'avenir extrêmement intéressante. Alors en ce qui concerne le phosphore, bien faire la séparation entre les micro-organismes qui peuvent minéraliser du phosphore, qui est contenu dans le sol sous forme organique, ou bien le solubiliser, et c'est un peu souvent le cas lorsqu'on a des pH qui sont un peu élevés. On a du phosphore sous forme minérale, parce que tout simplement les apports ont rétrogradé le phosphore. Alors ce n'est pas tout à fait la même famille de bactéries, mais il y a un gisement de nutrition phosphatée au travers de l'activité biologique des sols. Il n'y a qu'un élément dont il faut se préoccuper, c'est est-ce qu'il y a du phosphore au total dans les sols. Je ne peux pas répondre par l'affirmative aujourd'hui. Je me suis retrouvé quelquefois dans des situations où l'activité microbiologique, on pouvait considérer qu'elle était correcte, et pour autant, du phosphore au total, il n'y en avait point. Donc, les micro-organismes ne peuvent pas inventer le phosphore. Tout à fait, c'est exactement. Une voie d'avenir, c'est une voie très intéressante pour l'avenir. Messieurs, il y a monsieur ou madame P. Malier qui souhaiterait poser une question à la main levée. Je vais lui autoriser le micro pour qu'elle vous la pose directement. Oui. Parfait. On vous écoute. Monsieur ou madame Malier, vous devrez pouvoir désactiver votre micro pour poser votre question. Sinon, il y en a une écrite dans le chat, ça doit être la même. Quid de l'assimilation d'un foliaire par les feuilles de vigne en période supérieure à 35 degrés le jour et supérieure à 22 degrés la nuit? Eh bien, tout dépend du statut hydrique de la plante. Supérieur à 35 degrés, on est dans une situation où l'activité photosynthétique peut être considérée comme très réduite, tout simplement parce que dans la majorité des cas, les stomates sont fermés. Donc, grosso modo, la seule voie de pénétration des éléments minéraux, c'est sur la face supérieure
de la plante par des petits interstices dans les cires épicuticulaires. Donc là, évidemment, c'est réduit. Et puis, évidemment, si comment je dirais, la formulation liquide ne peut pas pénétrer compte tenu de l'évapotranspiration, vous comprenez que ça risque d'être un peu limité. En revanche, si la plante a gardé son activité de transpiration, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau dans le sol, la température de la feuille sera toujours inférieure à la température de l'air. Ça veut dire que la plante continue à transpirer. Alors évidemment, il ne faut pas les traiter au milieu de la journée. Et là, les critères de bon respect de la pulvérisation, et là je parle de produits phytosanitaires, qui est de dire en dessous 60 degrés d'hygrométrie, 60% d'hygrométrie, ne traitez pas, on peut les faire neutres. Voilà, c'est-à-dire que si les produits phyto ne rentrent pas, les éléments minéraux ne rentreront pas non plus. Donc évidemment, quand il fait 35 degrés, le mieux, c'est de rester à la maison, parce que ça ne marchera pas. Pour autant, j'ai mesuré la semaine dernière des vignes, la température extérieure était de 39 degrés, la température des feuilles était de 36 degrés, c'est-à-dire que comme il y a de l'eau dans le sol, c'est des vignes qui ne sont pas irriguées. La plante continue à transpirer normalement. L'activité photosynthétique, évidemment, elle n'était pas 100%, mais elle était encore dans un état, en tout cas, bien meilleur que celui qui faisait les mesures. Parce que 39 degrés, il était très chaud. La plante s'était tout simplement adaptée. Et ça, merci toutes les pluies de printemps qu'on a eues. La plante peut assimiler de l'eau, elle transpire et elle régule son système photosynthétique. Alors, il ne faut pas le faire. Il vaut mieux attendre qu'il y ait 60% d'hygrométrie, mais chaleur ne veut pas dire forcément stress thermique important. Tout dépend de l'eau dans le sol et de la capacité de la plante à pomper. Bruno et Martin, ça me permet de rebondir sur la dernière question avant qu'on puisse clôturer. Elle concerne justement l'efficience hydrique, à savoir s'il existe des solutions pour l'améliorer. Oui. Oui, évidemment. Donc déjà, elles sont à plusieurs niveaux. C'est d'abord l'entretien du sol. Donc je vous ai dit ce que je pensais du phosphore. Je peux faire à peu près le même discours sur la matière organique. Malheureusement, la matière organique disparaît. Et il faut tout faire pour redresser le taux de matière organique des sols, ce qui permettra à un sol de stocker de beaucoup plus grandes quantités d'eau qui sans ça peuvent être perdus et donc qui sont très utiles au moins dans la première partie de l'été, donc qui seront disponibles pour la culture. Ça, c'est au niveau du sol. Au jour d'aujourd'hui, un sol qui est couvert par des couverts végétaux qui sont complètement secs aujourd'hui, la température, encore une fois, de la semaine dernière était de 41 degrés. Température du sol, c'est enherbé un rang sur deux. Donc, le rang qui était travaillé, la température était de 57 degrés. Donc, vous voyez, il y a un peu plus de 15 degrés d'écart entre un sol nu et puis un sol qui a été couvert sommairement et qui a été broyé, qui fait une espèce de mulch à la surface. Bon, c'est clair qu'un sol à 40 degrés ou à 57 degrés, il évapore pas de la même manière. Ça, c'est au niveau du sol. Ensuite, au niveau de la plante, je ne vais pas parler de produits de marque commerciale. Vous avez des produits qui sont aujourd'hui, qui rentrent dans la catégorie des biostimulants. Je rappelle, un biostimulant, c'est un produit qui modifie le métabolisme d'une plante indépendamment des éléments minéraux qu'il apporte. Donc, ça peut être des composés minéraux, ça peut être des composés organiques qui permettent à la plante de réagir beaucoup plus rapidement aux évolutions du climat et donc de se protéger. Puis un dernier point, voilà, qui est une technique pratiquement d'aridoculture. Il est possible de produire des écrans thermiques sur les feuilles qui ont pour effet de renvoyer une partie des calories qu'elle intègre du fait d'une très forte chaleur. Et avec ça, on arrive à diminuer la température des feuilles
Donc je vais être modeste, je vais dire de 2 degrés. Il m'est arrivé d'enregistrer 4 degrés, hein, mais je pense que 2 degrés est une valeur qui est beaucoup plus raisonnable. Et je me tâte, mais un jour, il faudra peut-être que je publie ces travaux-là. 2 degrés de moins sur une feuille, c'est 20% de photosynthèse en plus. Donc, il n'y a pas la panacée totale, mais il y a tout un tas de petits gestes qu'on peut faire qui fait que là où le stress hydrique pourrait être absolument rédhibitoire, ça permet à la vigne d'attendre les pluies qui viennent et puis la température qui baisse. Donc, je réponds oui, mais vous comprenez que ce n'est pas une protection totale. Ça reste une conclusion optimiste, Bruno, dans le cadre de ce fameux webinaire sur la mise en réserve des cultures pérennes et notamment de la vigne. Nous vous remercions d'avoir participé. Et donc voilà, le webinaire sera donc du coup en replay bientôt dans vos boîtes mail. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi.